Bonjour Monsieur Nasser Ketan. Nous sommes à l'Assemblée nationale pour célébrer le 17 octobre 61, une journée d'études. Vous êtes à l'origine de cette journée. Quelle signification justement 17 octobre 61 à l'Assemblée nationale? C'est une première. L'Assemblée nationale, c'est le temple de la République. Et on sait que la République a failli dans la colonisation. Les républicains patentés comme Jules Ferry, comme Victor Hugo, comme Tocqueville, comme même Jean Jaurès, le grand Jean Jaurès, ont plébiscité la colonisation. Donc c'était important de le faire ici, en rappelant cette espèce de schizophrénie républicaine, de républicains qui ont encouragé la colonisation. C'est pour cela que vous dites que le récit républicain est plus important que le récit national. Parce que le récit républicain, il permet à la fois de faire la thèse et l'antithèse. Il permet de dire que Jaurès a cautionné, par exemple, la colonisation dans un cadre de ce qu'on appelle l'Empire ferriste, de Jules Ferry, mais lorsqu'il y a eu l'histoire avec le Maroc et il est parti en Algérie, il a découvert la culture algérienne, c'est devenu un anticolonialiste chevronné. Donc il a fait les deux. Et pareil pour Victor Hugo. Victor Hugo qui est un magnifique écrivain qui, à la tribune de l'Assemblée nationale, dit « envahissez, croissez, colonisez », parce que c'est la grandeur de la France. Il fallait apporter les Lumières, il fallait apporter l'émancipation des peuples, à des régions qui étaient dans l'obscurantisme, et il fallait les soumettre. Donc la République nous permet de démystifier, de déconstruire tous ces discours, et finalement, en bout de course, on retrouve des républicains comme Georges Clemenceau, qui par contre, eux, n'ont jamais failli, ont condamné d'emblée la colonisation. On retrouve en pleine guerre d'Algérie le manifeste des 121, de Jean-Paul Sartre à Françoise Sagan, de François Maspero à Francis Janson, des gens qui ont dit que la décolonisation, enfin le mouvement national algérien, c'était la ruine du fait colonial et c'était la cause de tous les hommes libres. Donc la République nous permet d'embrasser tout. C'est-à-dire d'être à l'aise avec à la fois ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, et puis de faire un petit peu le ménage dans tout ça, mais de mettre à plat tout ça et de construire ce que moi j'appelle un récit républicain et non pas un récit national. 61 ans après ces événements, on commence maintenant à savoir réellement ce qui s'est passé grâce aux travaux de recherche menés par les historiens et les universitaires. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Déjà, à la base, il y avait ce qu'on appelle les ratonnades. Il y avait, on chassait de l'algérien, du bico, du crouille. C'était comme ça. C'était la police, l'armée était élevée, éduquée dans un racisme anti-algérien. Il fallait se payer de l'Algérien, il fallait chasser de l'Algérien. Il y avait des gens qui étaient constamment assassinés, jetés à la Seine, il y avait des bavures dans les commissariats, etc., etc. Là-dessus est arrivé le couvre-feu. Le couvre-feu, le 5 octobre, et qui demandait aux Algériens de rentrer chez eux à 19h. Et ça, c'était une entorse au droit du travail, au droit de circulation, de citoyens qui étaient en France et qui plus est étaient considérés comme français, puisque l'Algérie était française. Et le FLN, la Fédération de France du FLN, a voulu porter le fer au cœur de la République française, au cœur de la France, et a voulu a demandé à la communauté algérienne en France de manifester contre le couvre-feu le 17 octobre 61 dans une manifestation pacifique. Les femmes devaient être endimanchées, femmes et enfants, les familles. Et il avait même dit pas un seul canif dans les poches, rien. Donc c'est une manifestation pacifique. Et donc, comme un seul homme, la communauté qui est déjà ralliée au FLN après les guerres fratricides entre le MNA et le FLN, toute la communauté était ralliée à l'indépendance. Et ils sont allés comme un seul homme manifester. Et là, au pont de Nanterre, au pont de Bezons,
il y avait des barrages, il y avait des cars de CRS, et on embarquait tout le monde, et on tapait sur tout le monde, et on jetait les gens à la Seine, et ça a été la débandade, les gens se piétinaient, enfin ça a été l'horreur. À l'époque, on a parlé de 2 morts dans la presse, mais bon, il semblerait qu'il y ait eu plusieurs centaines, on parle même de 400 morts, et de plusieurs centaines de disparus, pour ne pas dire des milliers. Ça a été vraiment un crime d'État au cœur de la République. Et c'est ça que nous faisons vivre plusieurs années plus tard, rappelé par François Hollande lorsqu'il était candidat à la présidence de la République, et rappelé le 17 octobre 2021 par Emmanuel Macron, qui est parti se recueillir au pont de Bezons, justement en jetant une corbeille de fleurs à la Seine et en se recueillant sur la mémoire des morts du 17 octobre. 2 mots justement sur cette volonté politique, on peut dire partagée, des 2 rives pour réhabiliter cette mémoire commune. Oui, c'est-à-dire qu'en France, cette réhabilitation, elle est venue des enfants de l'immigration. Nous, dans les années 80, lorsqu'on a monté Radio Beurre, lorsqu'on a monté les marches, ça a été une des premières choses qu'on a mis en avant, c'était de célébrer le 17 octobre. C'est venu des enfants de l'immigration parce que ça fait partie de la mémoire. C'est nous qui l'avons mis en avant pour ensuite l'inscrire dans une reconnaissance institutionnelle. Et c'était en même temps reconnaître le rôle de la Fédération de France du FLN dans la révolution algérienne, la Fédération de France qui était le poumon financier et organisationnel de la révolution. Et c'est aussi le faire reconnaître en Algérie. En Algérie où, malheureusement, après l'indépendance, on a mis de côté un peu le rôle de la Fédération de France et de la communauté à l'étranger. Donc le fait de mettre en avant le 17 octobre 61, c'est à la fois que l'État français et l'État algérien, chacune de leur côté pour des raisons différentes, reconnaissent le rôle de la communauté algérienne, de la Fédération de France et de l'immigration, de l'immigration ouvrière, c'est surtout les ouvriers, dans la lutte pour l'indépendance. Dans ce colloque à l'Assemblée nationale, vous avez fait des préconisations pour les responsables politiques des 2 pays. Est-ce qu'on peut savoir les plus importantes? Ce colloque à l'Assemblée nationale, dans lequel étaient présents 3 députés de l'Assemblée nationale qui assistaient à ce colloque, nous avons fait 2 propositions, 2 préconisations. L'une qui est 2 places du 17 octobre, l'une à Paris, l'une à Alger, inaugurée par Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune en même temps. Il y a une petite place à Alger, mais il faudrait le faire au grand jour. Et puis la deuxième chose, c'est de construire des délégations à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, de gens d'origine pied-noire ou juive ou algérienne, etc., ou harkis, pour retourner sur la terre de leur enfance, de leur naissance, essayer comme ça de construire une passerelle supplémentaire dans le cadre de l'amitié franco-algérienne et surtout des préconisations qui sont inscrites dans le communiqué d'Alger final qui a été signé lors de la récente visite du président de la République française Emmanuel Macron en Algérie, communiqué final signé avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Donc 2 préconisations, les places du 17 octobre et les délégations. Merci beaucoup, Monsieur Nassar Ketan. Madame Aïcha Mansouri, bonjour. Vous avez vécu ces manifestations ce jour-là du 17 octobre 61. Vous êtes sorti manifester ce jour-là avec vos enfants et beaucoup de femmes comme vous, algériennes, ici à Paris. C'est quand même, c'est pas une journée joyeuse, hein, malheureusement. Hein. C'est vraiment une journée où on se remémore tout ce qui s'est passé. Bon, nous, on en est revenus, on est là, mais il y a des gens qui sont plus revenus depuis le 17 octobre. Ils sont partis pour toujours. Et ils ne sont pas partis dans de bonnes conditions. On les a tués, on les a jetés à la Seine. Il y en a qui sont morts au stade de Coubertin à Paris parce qu'ils ont été emmenés dans des cars là-bas. Il y en a qui ont refoulés en Algérie. Mais plein de personnes ont eu... C'est des souvenirs qui sont douloureux, douloureux. Nous, on s'en est sortis. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Tout le monde ne s'en est pas sorti comme ça. Vous avez justement manifesté ce jour-là. Quels souvenirs gardez-vous de cette journée, des souvenirs que j'imagine ne s'effaceront jamais de votre tête?
Vous savez, on a été considéré comme si qu'on avait volé, qu'on avait fait un crime. Hein. On vous arrête, on vous emmène au centre de tri, on appelait ça le tri. Je comprends que ce qu'on trie. Hein. Et on prend des photos de face, de profil, avec un numéro d'immatricule, les empreintes, comme si qu'on avait assassiné, comme si. Mais la guerre, elle n'était pas en France, monsieur. La guerre, elle était de l'autre côté de la Méditerranée. Nous, on avait le droit de continuer de travailler, occuper nos postes, ou d'élever nos enfants. Et la guerre, il n'y en avait pas en France. Pourquoi qu'on nous a fait subir tout ça? On nous a fait subir des choses qui se passaient de l'autre côté. Et on n'était pas encore indépendants, donc on était français. Mais pour eux, on n'était pas des Français. Il faut croire, hein. On est indépendants depuis pas très longtemps, malheureusement. Mais avant cette indépendance, on a subi beaucoup de choses. Hein. C'était le raton, le bico, le crouillat. On avait des surnoms. Raton, bico et crouillat. Et indigène. Ah bon? Ben, je sais pas, hein. On était colonisés par la France. Ben, la France, elle avait nous donné au moins un nom, quelque chose, je sais pas. Pourquoi être comme ça? Je sais pas. Merci beaucoup. Monsieur Louis Bachoud, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler sur ce colloque à l'Assemblée nationale sur le 17 octobre 61. Déjà, quelle signification pour son organisation déjà à l'Assemblée nationale? Eh bien, c'est un fait national, par définition. Si on en parle à l'Assemblée nationale, c'est que l'on donne à ce fait une résultante qui est une résultante politique. Premièrement, et deuxièmement, nationale. Donc aujourd'hui, nous acceptons de voir que le problème de la décolonisation a amené des excès qui sont passés à la barbarie de temps en temps, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, mais il est indiscutable que nous avons une part de responsabilité dans les différents massacres qu'il y a eu lieu, et particulièrement, quand je dis massacre, c'est quantitatif, disons qu'il y a eu beaucoup de morts le 17 octobre dans Paris. Et c'est, je pense, le fait significatif. C'est-à-dire que nous savions déjà que nous allions quitter l'Algérie, car moi j'étais en Algérie. Nous savions, dès 61 d'ailleurs, car il y avait eu, moi j'étais à Oran à cette époque, officier de marine, et je tiens à dire qu'en juillet 61, vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu des massacres aussi de ce qu'on appelait les pieds noirs ou les petits blancs. Et nous savions que nous allions quitter. Il était inutile de continuer à enfler le nombre de morts et les problèmes politiques du futur. Ça a été une grande erreur. Ça, c'est l'histoire. Justement, pourquoi cette histoire, cette mémoire, peine à être racontée ici et là-bas, d'une manière apaisée, sans passion, sans créer des remous? Pourquoi selon vous? D'abord, parce que en 1961, il n'y avait pas 39% de la jeunesse qui était donc, rappelons aujourd'hui les chiffres. Je pense qu'il faut commencer comme ça. 20%, entre 20 et 25% de la population française est d'origine à la fois pied noir, maghrébine et algérienne. C'est le premier point. Deuxièmement, 39% des jeunes de la troisième génération depuis 1961 sont ignorants des problèmes qu'il y a eu entre la France et l'Algérie. Alors qu'ils ont dans leur famille des gens qui leur parlent encore et qui sont concernés par des problèmes, car ils ont participé à la guerre ou ils ont été pieds noirs, harkis,
ou algériens, et ils vivent avec ce problème-là. Donc je pense qu'il était nécessaire de conclure, puisque nous commençons enfin à écrire une histoire de la décolonisation algérienne. Il faut l'écrire entièrement, et plus particulièrement celle de la diaspora algérienne en France. Il est certain qu'avant, il n'y avait pas le même nombre, mais aujourd'hui, en face de ce nombre, nous avons un quart de la population française qui se trouve mêlée aux affaires africaines et algériennes, donc on est obligé d'y répondre. Ces dernières années, justement, nous assistons à une volonté politique affichée ici et là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, pour réhabiliter justement cette mémoire et la regarder en face. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'en tant que politique, j'aurai le même comportement que M. Macron. Pourquoi ? Parce que je pense que les deux rives de la Méditerranée ont besoin l'une de l'autre, et très rapidement. Et très rapidement. Il y a beaucoup trop de conflits sur la Méditerranée, et nous avons besoin d'une grande stabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'au CESE, j'ai proposé que l'on parle les 4 langues que vous avez entendues dans la bouche de Nasser Kettane. C'est moi qui ai proposé qu'il y ait 4 langues qu'on apprenne dans tous les collèges et les lycées méditerranéens afin qu'il y ait des échanges faciles, au moins 2. Une de la rive méditerranéenne et méditerranéenne sud et une de la rive méditerranéenne nord. Donc il est nécessaire maintenant de faire des coalitions autour des crises que nous avons. On ne peut plus ignorer que nous allons, que ce soit le GIEC ou que ce soit d'autres, il est certain que nous allons vers un réchauffement climatique. Il est certain que le productiviste mondialiste actuellement est en train de détruire les sociétés, que nous perdons les possibilités culturelles qui faisaient que nos échanges étaient aisés et faciles. Il faut à nouveau recréer les échanges, il faut à nouveau se battre pour que ce soit plus que l'hémisphère gauche qui se mette à travailler, celui de la raison, et non pas celui de l'émotion, car nous ne sommes que des consommateurs maintenant, en face de grands groupes qui sont des groupes mondiaux. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les problèmes que nous avons actuellement dans la société française. Donc, tout cela montre qu'il est nécessaire que les pays commencent à avoir des politiques qui soient des politiques communes. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé Humaniv, Nasser Kettane et moi-même, pour quoi ? Pour pouvoir dire, hors politique, il n'y a pas 36 solutions, il faut que nous travaillions maintenant autour de biens communs de l'humanité. Il y a des biens communs tels que la Méditerranée, tels l'Amazonie, telle la Terre, qui est un bien commun, tel le nombre d'éléphants sur Terre, ce sont des biens communs de l'humanité. Et il faut absolument que nous travaillions maintenant dans ce sens-là, tous ensemble, car autrement, nous allons vers des problèmes que nous commençons à percevoir entre la Russie et l'Ukraine. Et nous avons eu des problèmes en Irak, nous avons eu des problèmes au Liban. Moi, je connaissais le Liban, j'ai travaillé avec la famille D au Liban. Et quand je vois ce que le Liban est devenu, je suis épouvanté. La Syrie, c'est la même chose. La Turquie, ils sont à 50 et 60% d'inflation. Tout cela montre la démesure du productivisme et du consumérisme. Et il est nécessaire maintenant de reprendre un état d'équilibre sur Terre entre tous les vivants.
ce que j'appelle les droits des autres. Le droit des autres, c'est de tous les vivants sur Terre et le droit de la Terre aussi. Merci beaucoup. Madame Linda Bouifro, bonjour. J'imagine que vous êtes jeune, ça se voit bien. Vous n'avez pas vécu ces événements, cette manifestation-là, et pourtant vous êtes ici à l'Assemblée nationale pour participer à ce colloque. Pourquoi cet intérêt? D'abord parce que c'est mon histoire. Je suis deuxième génération d'immigration en France, et c'est l'histoire de mes parents et grands-parents, à laquelle moi j'ai été confrontée dans mon âge adulte. En tant que géographe, dans mon métier, quand il a fallu choisir un terrain d'études, j'ai refusé de travailler sur l'Algérie. Et là, je me suis posé les questions, mais pourquoi je ne veux pas travailler sur mon pays d'origine? Et j'ai dû travailler sur moi et réfléchir avec des collègues. Pourquoi cette difficulté à travailler sur sa propre histoire? C'est parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas eu de transmission, justement, de tout ça, et que je le vivais comme un traumatisme qui n'était pas nommé à l'époque. Je ne me rendais même pas compte que c'était un traumatisme, une mémoire qui, dans ma famille, avait été occultée de façon volontaire, parce qu'une mémoire de traumatisme, justement. Et c'est dans mon âge adulte, et notamment au travers de ma militance associative, où j'ai renoué avec l'Algérie, au travers de mes différents voyages, mais aussi mes engagements en Algérie, et où je me suis dit que la transmission sur les nouvelles générations, les jeunes générations, était fondamentale pour créer ce lien de compréhension et de réconciliation, même si aujourd'hui, dans le débat, on a réfuté pour la plupart le mot réconciliation. Moi, j'y crois. Je crois que pour être en réconciliation, mais dans le sens d'abord autocentré, c'est-à-dire réconciliation avec soi-même et son identité, il faille absolument comprendre toute cette histoire. Que pensez-vous de ce qui se fait actuellement au niveau politique ici en France pour justement réhabiliter cette journée et reconnaître un peu ce qui s'est passé lors de cette journée du 17 octobre 1961? Je trouve qu'il y a un effort effectivement qui émane du plus haut, puisque ce sont les présidents et anciens présidents qui ont créé ce lien à la mémoire. Mais à échelle locale, je suis assez déçue en fait. Parce qu'on se rend compte que les villes qui portent le 17 octobre ou qui ont déjà nommé une place ou une rue sont des villes qui ont une construction politique autour du communisme. Donc on voit le rôle qu'a joué le communisme en Algérie. Moi, dans ma ville, en tout cas d'adoption, qui est Créteil, ça fait une dizaine d'années qu'on demande à ce qu'une place ait cette reconnaissance, ou une rue, ou peu importe. Et on a l'impression que c'est une lettre morte, en fait, politique. Merci beaucoup. Monsieur Roger Oba, bonjour. Vous participez à ce colloque sur le 17 octobre 1961 à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'origine camerounaise et vous dites que toute l'Afrique, tous les pays africains doivent s'intéresser à cette mémoire, à cette histoire commune entre l'Algérie et la France. Pourquoi? Parler du 17 octobre 1961, ça fait partie des combats que j'ai menés avec mes amis algériens. Parce que, comme je le dis, nous ne pouvons pas, nous, Africains, nous dissocier de l'Algérie. C'est pour ça que j'évoquais, et chaque fois que je parle de l'Algérie, j'évoque la mémoire de Frantz Fanon. Frantz Fanon, médecin psychiatre, il a été médecin-chef à l'hôpital de Blida, mais en même temps, on oublie souvent qu'il a été le représentant du gouvernement algérien à Accra, au Ghana, où il a dû rencontrer, c'est pas qu'il a dû, il a rencontré Patrice Lumumba. Parler de l'Algérie, c'est parler du destin de l'Afrique en général. Je fais court parce que on ne peut pas dissocier l'histoire de l'Algérie de l'histoire de l'Afrique en général, que ce soit d'hier ou d'aujourd'hui. Le combat pour cette mémoire, là, justement, commune entre l'Algérie et la France, et même au-delà, la mémoire commune entre la France et toute l'Afrique, quelle forme doit-il prendre ce combat? Associatif, politique? Comment vous le voyez? Les combats des hommes, moi je dirais, ce sont des combats holistiques. Ils doivent prendre toutes les formes, les deux en même temps, dans la mesure où, j'ai parlé de Fanon, il y a la mémoire. Nous avons besoin de notre mémoire. Une mémoire traumatisée, on doit la revisiter justement pour travailler sur ces traumatismes. Ce sont ces traumatismes qui nous permettent, si ils sont bien traités, de se sentir mieux dans sa peau au présent et de pouvoir envisager un avenir quel qu'il soit, et on le souhaite meilleur.
Aujourd'hui, je prends un exemple, et là on devient politique parce qu'on est à l'Assemblée nationale. En France, la France aujourd'hui mène des opérations. Je prends le cas de Barkhane. Mais justement, regardez le rôle qu'a joué l'Algérie. C'est pour ça que j'ai dit que l'Algérie est incontournable quand on parle à chaque fois de la rive sud de la Méditerranée. Soyons lucides les uns et les autres. L'Algérie est incontournable. Je ne parle pas du régime, mais je parle des Algériens. Les Algériens sont incontournables à tous les niveaux. Parce que nous avons des liens séculaires qui remontent à, si je reprends le cas du Mali, à Kankou Moussa, et même peut-être bien avant. Donc ce sont des liens géographiques et ils sont là, ils sont séculaires. Allons à Tamanrasset, on verra les Touaregs qui font la Zalaï, qui vont dans tout le désert, hein, que ce soit au Niger ou au Mali actuel. Merci beaucoup. Monsieur Fares Rima, bonjour. Vous êtes ici à ce colloque sur le 17 octobre 61 à l'Assemblée nationale. Pourquoi cette date est importante pour vous? C'est une date charnière dans l'histoire des deux pays. C'est-à-dire que c'est une date charnière où il y a eu c'est un marqueur de l'exportation de la lutte pour l'indépendance algérienne. C'est une date marquante aussi pour la France parce que c'est un événement franco-français. C'est-à-dire que des événements qui se sont passés en France, qui ont été gérés par l'État français, d'une manière qui est bien sûr extrêmement regrettable et très discutable. Mais c'est ce qui a permis d'atteindre un point de non-retour par rapport à l'indépendance. En tant que jeune, quel regard portez-vous sur cette volonté politique ici en France, justement de regarder cette histoire, d'aller vers cette mémoire et la regarder en face? C'est-à-dire que la volonté politicienne y est. Il y a des gestes qui vont vers une mémoire un petit peu plus apaisée des deux côtés. Il faut savoir que le récit national en Algérie est strictement lié à la guerre de libération. Donc il va falloir aussi peut-être ouvrir et aller chercher un récit un petit peu plus ancien, beaucoup plus ancré dans le territoire national, mais c'est clair qu'il faudrait que la mémoire commune entre les deux pays puisse ne plus être un fond pas un fond de commerce, mais un sujet de litige. Parce que cette génération est en train de tendre à disparaître et il faut savoir ce qu'on va léguer à nos enfants. Il va falloir leur parler de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on va leur dire. Il y a énormément de choses qu'on a en commun. Donc il va falloir travailler ensemble dans ce sens. Ne rien oublier, mais ne rien renier non plus. Merci beaucoup. Avec sobriété, je veux dire au nom de Paris que dès l'élection de la nouvelle majorité en 2001, j'ai voulu absolument que Paris ose dire la vérité sur un crime atroce qui s'est déroulé à Paris sur fond de guerre coloniale injuste menée par la France contre le peuple algérien. J'ai voulu que ce 17 octobre 61, qui avait vu une répression terrible et commettre le crime abominable, qui avait vu la mort de très nombreux Algériens qui manifestaient pacifiquement, crime couvert ou décidé par les autorités de la France, que ce crime, dont je considère qu'il est une faute politique et morale, soit au moins reconnu par la capitale de la France. J'aime passionnément mon pays, la France, mais ce pays est grand quand il honore les valeurs de liberté, des droits de l'homme et des droits des peuples à disposer de leur destin.